Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour l'un de nos deux magazines hebdomadaires Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui depuis la France, France Olivier Gisbert. Bonjour et shalom, France. Et vous êtes journaliste, un journaliste bien connu dans l'Hexagone. Vous êtes éditorialiste, écrivain et patron de presse. Vous êtes l'ex-directeur de l'hebdomadaire Le Point et actuellement conseiller de la direction au sein de la rédaction de La Provence. Vous êtes directeur éditorialiste en fait du quotidien marseillais régional La Provence. Et puis vous, au Point, vous êtes aussi conseiller de la direction justement pour des éditos que vous signez chaque semaine. Alors, à vrai dire, on a le plaisir de vous avoir depuis la Provence, enfin depuis les environs de Marseille, où vous vous trouvez, et avec comme sujet, comme sujet de préoccupation, le fait qu'à nouveau Israël est cloué au pilori dans la presse française et européenne, cette fois à propos du projet en cours d'extension de la souveraineté de l'État hébreu sur le tiers des territoires de Judée-Samarie et sur la vallée du Jourdain. Alors, à quoi attribuez-vous, si vous voulez, ce boomerang qui revient sans cesse, qui est celui donc d'un certain parti pris délibéré contre Israël dans la presse européenne et particulièrement la presse française? Il y a deux choses. D'abord, disons la décision disons, d'ouvrir encore un peu plus la colonisation, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre à côté. Moi personnellement, je ne suis pas partisan. Vous voyez. Donc, Bien je sûr. soutiens Israël. J'ai soutenu par exemple la décision de Trump de déclarer que voilà, Jérusalem était la capitale d'Israël. Mais en même temps, il y a un moment voilà, où je ne suis pas d'accord forcément avec tout. Mais ça n'empêche qu'effectivement, comme vous le dites très bien, il y a toujours une façon biaisée de traiter Israël dans la presse française. Ça me prend. Et pas, là, je pense qu'il faut dépasser un peu cette affaire de colonisation. Je pense que sur à peu près tous les sujets, notamment d'ailleurs tout ce qui se passe avec Hamas, c'est juste absolument incroyable. On a le sentiment que la presse française, un peu systématiquement, que ce soit la presse écrite et la presse télé, disons, rentre dans tous les bateaux, tombe dans tous les pièges. Et je dirais souvent volontairement, quoi. On a le sentiment vraiment que c'est oui, il y a une forme de militantisme. Alors je dis pas ça de tous les journaux, bien entendu. Il y a des journaux qui sont très au-dessus voilà, qui se placent au-dessus de la situation et qui traitent les choses avec honnêteté. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'au cours des dernières années, il y a de plus en plus de malhonnêteté dans le traitement de mes confrères, parce que moi, je me considère, même si j'ai écrit beaucoup de livres, je me considère toujours comme journaliste, et je suis souvent choqué par ce que je peux lire. Alors, est-ce que dans le cas de la France précisément, parce que les remarques qu'on fait actuellement, elles peuvent valoir d'une manière générale pour les médias occidentaux, pour les médias européens, et en fait, on parle surtout du cas de la France. À quoi vous avez attribué cette espèce de positionnement compassionnel pro-palestinien? Est-ce que ce sont les intérêts géopolitiques et économiques de la France, qu'on appelle la politique arabe de la France? Est-ce que c'est la peur d'une nouvelle intifada des banlieues, comme celle à laquelle on avait assisté en 2002? Ou alors, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de plus profond, culturel, historique, structurel, une sorte d'antisémitisme européen historique qui s'est transformé aujourd'hui en antisionisme? Est-ce que ce n'est pas les trois raisons à la fois ensemble? J'en avais d'abord une première raison qui est la politique arabe de la France. Je ne pense pas que les médias soient au service de cette politique arabe de la France, qui a été plus ou moins affirmée au cours des différents mandats de président, quoi. On ne peut pas mettre sur le même plan, par exemple, la politique arabe de la France sous Giscard, sous Mitterrand ou sous Chirac. Évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et je ne pense pas que ce soit ça le sujet. Le sujet, c'est vrai, c'est plutôt le côté moutonnier de la presse française notamment, mais la presse aussi en général, de plus en plus moutonnier, de moins en moins de débats, de moins en moins de diversité, tout le monde disant à peu près la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est établi que les Palestiniens ont raison. Évidemment, les Palestiniens ont raison sur beaucoup de choses. Mais la disparition de ce qu'on peut appeler, ce que j'ai connu, alors là je fais le vieux con, je suis désolé, mais dans les années 70, le journalisme contradictoire, où finalement dans des journaux, on aimait bien donner le point de vue de gens avec lesquels on n'était pas d'accord, parce que voilà, c'était important, il fallait le faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. On a le sentiment
dans une grande partie de la presse, je dis pas dans la totalité, mais dans une grande partie de la presse, il y a l'idée que voilà, on doit militer, Et je dirais, pour répondre à votre question clairement, il y a bon, vous parlez d'une montée de l'antisémitisme en Europe. C'est clair qu'il y a un antisémitisme larvé, c'est sûr. Ça a été nié d'ailleurs, vous avez vu, ça m'a frappé beaucoup. En Grande-Bretagne, il y a quand même eu un leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, qui était pratiquement un antisémite affiché. Bon, à l'époque, ça a été nié. Ça a été nié d'ailleurs par beaucoup de responsables français de la gauche. Je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui m'a frappé, c'est après la victoire du successeur de Corbyn, les excuses de ce successeur qui a dit voilà, pardon pour tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Donc il y a aujourd'hui, et c'est tout à fait nouveau depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois que ça arrivé, il y a, c'est vrai, aujourd'hui une montée d'une sorte d'antisémitisme, attention, antisémitisme camouflé derrière l'antisionisme, parce que c'est ça la réalité, c'est-à-dire que d'une certaine manière, comme on dit souvent, Hitler, il a pourri le nom d'une certaine manière, donc évidemment c'est difficile de s'affirmer antisémite, donc on se dit antisioniste, et dans cet antisionisme, il y a évidemment, c'est une petite, une petite peau que vous enlevez, un petit masque, et tout de suite évidemment vous tombez sur l'antisémitisme. Donc ça, vous avez raison, c'est un point important. Deuxièmement, il y a aussi l'idée que et ça, c'est la réalité aussi, c'est qu'Israël, dans l'histoire de David contre Goliath, c'est vrai que Israël, c'est David contre le Goliath arabe, mais que dans l'affaire palestinienne, c'est plutôt David Une inversion, c'est contre les ça. Palestiniens. Ça peut expliquer aussi leur popularité, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que, voilà, ce sont... il y a le gros problème des Palestiniens, parce que la cause palestinien est tout à fait audible et défendable. Le problème, c'est que ceux qui la incarnent ne sont pas, qualifiés. Enfin, on est obligé de parler comme ça. Quand on regarde Hamas, quand on regarde le Hezbollah, quand on regarde aussi l'autorité palestinienne, c'est sûr que ce ne sont pas des interlocuteurs, je dirais, représentatifs, on le voit très bien. Bien sûr. Et donc, on a affaire, en fait, ce système compassionnel. Je me souviens que l'un de nos anciens collègues, qui n'est plus de ce monde, qui avait lui aussi écrit beaucoup d'ouvrages, qui s'appelle Paul Giniewski, il avait eu une formule intéressante. Il avait dit, ça rejoint d'ailleurs un peu ce que vous expliquez tout à l'heure, que qui compte, ce n'est pas tellement ce que Israël fait ou ne fait pas, mais le fait que l'État d'Israël, c'est le juif parmi les États. D'une certaine manière, il y a toutes sortes de, de, de causes et de facteurs induits qui fait que il donnait comme preuve, on se souvient à l'époque du sommet de Camp David en l'an 2000, quand Clinton avait reçu Arafat et le Premier ministre Barak, ils s'étaient presque mis d'accord et puis tout avait flanché pour des raisons liées au statut d'Arafat. Et puis il y a eu après un rebond, c'était les négociations de tabac en décembre 2000. Alors que l'intifada avait déjà, la seconde intifada avait commencé. Et à ce moment, et je me souviens quelqu'un avait fait remarquer que dans le monde diplomatique, qui est un titre très ouvertement pro-israélien, on avait dit la preuve que Israël peut encore faire des concessions, c'est que Israël avait proposé un certain nombre de choses par l'intermédiaire de Barak à Arafat, donc l'été 2000, et là maintenant, à Tabac, il propose encore autre chose. Ça veut dire que si vous voulez, il propose encore de nouvelles concessions. Ça veut dire d'une certaine manière que peu importe finalement le contenu formel je dirais, des faits ou des événements, ce qui compte, c'est que c'est d'abord de pressuriser de plus en plus Israël, mais aussi, si vous voulez, comme le disait Gijemski, ce qui compte, c'est pas tant ce qui se passe sur le terrain ou les rapports de force ou les données du réel, mais c'est le fait qu'Israël reste et est vu comme le juif parmi les États. Est-ce que vous partagez cette analyse un peu pessimiste de Giniewski? Oui, parce que moi aussi, je l'ai beaucoup lu et c'est vrai que je suis d'accord avec toute une série de choses qu'il a pu écrire. Euh, le problème, évidemment, il ne faut pas qu'Israël, euh, donne des arguments à ses adversaires. Je pense que c'est dans le sens que souvent, moi, je ne suis pas d'accord avec la politique, par exemple, je n'ai pas été d'accord avec beaucoup de décisions des gouvernements Netanyahou, et parce que je pense que le problème d'Israël, c'est aussi de parler à l'opinion internationale.
Et c'est vrai que le reproche qu'on peut faire à Netanyahou, c'est qu'il s'occupe, c'est clair, de la politique d'Israël, il s'occupe de la sécurité des Israéliens, ça je considère effectivement que c'est très important, mais en même temps, je pense qu'il s'adresse assez peu, il pense assez peu à l'opinion internationale. Or, je pense que c'est important l'opinion internationale. Enfin, dans l'affaire israélienne, parce qu'Israël était quand même un pays qui est, comment dire, coincé entre beaucoup d'ennemis, je pense que c'est important pour Israël d'avoir des alliés. Et ça, Israël, on peut dire aussi, ça en préoccupe peu. Moi, je défends assez Israël pour pouvoir faire cette critique. J'ai le sentiment que vous avez raison dans la formule de Genevsky, et elle est tout à fait juste, mais en même temps, Israël, disons, au cours de ces dernières années, n'a pas fait beaucoup d'efforts. On dit souvent, à nouveau, regardez, essayez de cadrer, voilà. On dit souvent que, en citant la phrase de Ben Gurion qui date des années 50, qui est plus exactement adaptée, parce qu'aujourd'hui on est dans le village global et ce qu'on dit d'un pays ou l'opinion qu'on en a influe aussi sur sa politique. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit, Ben Gurion? Il avait dit, c'était juste après l'affaire de Suez, quand il y a eu tout une mise en cause aussi des puissances occidentales, de la France qui était alliée à l'époque avec la Grande-Bretagne et Israël dans l'affaire de Suez, la guerre de Suez en 56. Il avait dit, on l'interviewait déjà sur la mauvaise presse d'Israël. Pourtant, c'est fait fort longtemps. Et à l'époque, c'était quand même Israël était vraiment le David face au Goliath arabe. Et il avait dit, peu importe ce que les nations font face à Israël, ce qui compte, c'est ce que l'État hébreu fait, c'est ce que les Juifs font. Alors cette phrase, elle sert un peu de prétexte inconscient à certains dirigeants israéliens d'aujourd'hui, dont peut-être Netanyahou, parce que peut-être qu'il y a une petite différence, c'est que ce qui importe à un Premier ministre comme Netanyahou, c'est la position des États-Unis. Et moi, je me suis confronté souvent dans ma carrière journalistique, quand je dirigeais le Jérusalem Post, entre autres, au fait qu'il y avait finalement, pour une certaine, disons, droite israélienne, ce qui compte, c'est Washington, pointe à la ligne. L'Europe, la France, ça paraît quantité négligeable. Et c'est sans doute une des erreurs que vous soulignez et qui entraîne le fait qu'Israël a perdu des batailles diplomatiques parce qu'il n'a pas fait, il s'est pas assez soucié de son image en Europe, à Bruxelles et aussi à Paris et ailleurs. Et donc, Oui, là-dessus, je ne parle pas seulement des gouvernements. Je pense ouais, effectivement, vous avez raison, il faut aborder le sujet aussi de la bataille de l'opinion. c'est ça, C'est-à-dire que c'est ça. la cause d'Israël est défendable historiquement. Hein. On peut parler de l'histoire, elle est tout à fait défendable. Mais en même temps, elle doit, comment dire, essayer de garder le plus d'arguments possible et pas systématiquement penser à son intérêt propre en permanence et faire passer tout ça avant le reste. Alors je comprends très bien, c'est facile de là où je suis de donner des leçons. Moi, je suis loin et je ne suis pas confronté, disons, au tir de roquette, ça c'est clair. Mais en même temps, je pense que, disons, une politique. De toute façon, la vérité, vous savez très bien, c'est que c'est comme pour tous les pays. Ce qui est bien, c'est qu'il y ait une sorte d'alternance. Le problème d'Israël, peut-être, il n'y a pas eu assez d'alternance, c'est-à-dire un peu de par-ci, un peu de par-là, et voilà, on voit un petit coup à gauche, un petit coup à droite, etc. Et c'est comme ça qu'on finit par parler à tout le monde. Et c'est vrai que le fait que quand même depuis très longtemps, elle soit incarnée finalement par une seule personne, ce n'est pas forcément, c'est pas forcément positif. Absolument. Mais ça Mais va il y a peut-être tout de changer même, certainement avec la nouvelle équipe, peut-être. on va voir ça. Mais en tout cas, c'est vrai que vu de l'intérieur, nous à Jérusalem, en tant qu'homme de médias, on a remarqué que il y avait une erreur d'optique, de négligence, non pas de la francophonie, c'est peut-être trop petit, mais disons du poids de l'Europe et en son sein de la France. Et Euh, de l'opinion américaine, des opinions en général. c'est C'est ça, important de parler aussi à l'opinion. c'est ça. Bien, écoutez, France, Olivier, nous sommes arrivés presque au terme de notre magazine. Je vous remercie d'avoir été disponible et puis d'être passé pour la première fois dans ce magazine du Studio Qualita. Eh bien, on se réserve la possibilité de vous rejoindre pour tel ou tel événement à nouveau et d'avoir le plaisir de vous entendre. Je vous remercie en tout Okay. cas. Merci à vous.